Du coup, moi, je vais vous parler de la prise en compte de la pression des obstacles à l'écoulement dans l'adaptation au changement climatique. Effectivement, d'habitude, j'interviens beaucoup sur les questions de la continuité et notamment sur le traitement de l'effet barrière des ouvrages. Là, je vais présenter des choses en m'intéressant plus sur l'effet retenu des aménagements. En m'appuyant principalement sur les résultats de l'expertise scientifique collective des effets cumulés des retenues qui a été menée entre 2014 et 2017 par l'IRSTEA et l'INRA, 1000 articles scientifiques examinés, rapports internationaux, alors principalement des travaux scientifiques réalisés à l'étranger, un travail pluridisciplinaire qui a mobilisé 17 experts d'organismes de recherche français, portant sur l'effet cumulé des moyennes et petites retenues, jusqu'à quelques millions de mètres cubes. C'est important, cette revue n'a pas pris en compte les grandes retenues de soutien d'étiage que vous connaissez sur le bassin, comme Villeray et Nossac. Donc, c'est plutôt les retenues moyennes et petites. Alors, la conclusion principale, une des conclusions principales, c'est que la multiplication des retenues réduit globalement les écoulements. On observe des réductions sur le débit moyen annuel, le module, de 0 à 30% d'une façon générale dans la littérature. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette réduction des débits est plus marquée les années sèches et notamment sur la période sèche. Cette réduction des débits est le résultat de l'évaporation à la surface des plans d'eau. Le barème qu'on utilise le plus souvent, c'est 0,5 litres seconde par hectare évaporé en été. C'est proche de l'évaporation transpiration potentielle. Et ça résulte également, bien sûr, des prélèvements par les usages dans les retenues. Alors, l'usage le plus consommateur, c'est l'irrigation d'une façon générale. Et on observe un effet amplificateur de la sécheresse et des canicules qui augmente en même temps l'évaporation, mais aussi les besoins des usages les plus consommateurs comme l'irrigation. On a une récurrence de résultats qui constate que les pertes globales de ces retenues, petites et moyennes, peuvent être supérieures, et c'est le cas fréquemment, à la capacité de stockage d'une retenue. En gros, une retenue de 100 000 m3, eh bien, elle peut consommer 2 à 3 fois plus que son volume utile. Alors, en planification, et notamment pour l'état des lieux Loire-Bretagne, ce qu'on a fait, c'est pour évaluer cette pression d'évaporation par les retenues, on croise tout simplement avec les données dont on dispose à large échelle, notamment la baie des Tocaux, la surface des retenues qu'on a dans la baie des Tocaux, et les données Météo France d'évaporation à la surface de l'eau. On compare tout simplement cette lame d'eau évaporée avec ce que l'on observe dans les cours d'eau, c'est la mesure du QMNA5, débit d'étiage, de fréquence 5 ans sèche. Et ce que l'on observe, c'est que cette pression, elle est importante, alors pas aux extrémités du bassin Finistère ouvert, mais globalement, sur une grande partie du bassin, on observe que cette lame d'eau évaporée par les plans d'eau, elle représente plus de la moitié sur pas mal de territoires des débits d'étiage et coulées qu'on mesure avec le QMNA5. On a un effet sur la température, ça c'est évident, localement c'est fort, ça dépend des profondeurs des retenues et puis du niveau de la sortie du plan d'eau. Mais comme en Loire-Bretagne, on a majoritairement des petites retenues peu profondes, aménagées sur cours et qui restituent l'eau par surverse, eh bien ces retenues augmentent la température des cours d'eau en aval en période estivale. Bon, alors là, ça varie bien sûr en fonction des retenues, de leur dimension. Dans l'expertise, on a un exemple qui, à mon avis, est représentatif. C'est un plan d'eau important, 30 hectares sur le Cousin, avec un temps de séjour d'1 jour dans la retenue, et on observe pratiquement sur toute la période estivale un échauffement de 4 à 5 degrés entre l'amont et l'aval du plan d'eau.
Alors, la température et ce réchauffement, il exacerbe, il augmente beaucoup d'autres altérations par effet de synergie, l'évaporation, je l'ai dit, l'eutrophisation, la baisse d'oxygène dissous à saturation, la toxicité des polluants. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de connaître l'emprise de ce réchauffement sur le réseau hydrographique, parce que la distance d'influence d'un plan d'eau en matière de réchauffement, elle varie en fonction du plan d'eau, du cours d'eau. C'est des centaines de mètres, voire des kilomètres, mais c'est difficile à généraliser. Alors, dans le SDAGE et dans l'état des lieux, on le prend en compte, on la prend en compte, cette pression. C'est difficile à cartographier, mais ce qui a été fait, c'est tout simplement d'évaluer la pression de réchauffement en comparant le rapport, en faisant le rapport entre les linéaires sous influence de plan d'eau sur la baie des Topos et le linéaire global de la masse d'eau. Donc, j'insiste pas parce que ça, c'est compliqué à cartographier. Bon, il fallait prendre en compte cette pression dans le SDAGE, donc on a fait avec les éléments dont on disposait. Alors, sur les polluants, c'est compliqué parce que les retenues agissent soit en stockant les polluants, soit en les relarguant après transformation ou pas. Donc, les retenues, c'est soit des puits, fonctionnent comme des puits, stock, ou alors des sources relarguent après transformation ou pas. Alors, ce phasage ou ce déphasage entre puits et sources, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend de l'hydrologie, il dépend de la distribution des retenues. Est-ce qu'elles sont en Surie ou est-ce qu'elles sont déployées sur le réseau? Il dépend beaucoup du temps de séjour de l'eau dans la retenue, de la saison, notamment à cause du facteur température. Alors, quand même, globalement, il y a des polluants sur lesquels les choses sont un peu plus claires. Pour les pesticides, on a globalement un effet puits qui domine la plupart du temps. Et pour le phosphore biodisponible, on a plutôt globalement un effet source. Et donc, c'est important par rapport à la problématique d'eutrophisation. Sur les sédiments, c'est clair. En fait, les retenues bloquent les grosses retenues, les retenues importantes, jusqu'à remplissage, elle bloque les sédiments grossiers jusqu'à 100%. Pour les fines, les sédiments fins, elles peuvent stocker et relarguer avec des conséquences sur les milieux aval. À l'aval, ce qu'on observe généralement, c'est par effet cumulé une diminution de la largeur de la bande active des cours d'eau, donc réduction de la largeur soumise à la dynamique latérale, une incision du lit par érosion progressive puisque les sédiments grossiers sont bloqués dans la retenue, et puis un pavage des fonds ou alors, par après vidange, l'inverse, un colmatage. Alors, sur les habitats, c'est assez clair aussi. Bien sûr, une retenue fait disparaître les habitats naturels d'eau courante sous l'emprise de la retenue. Alors, il n'y a pas que ça. Il faut bien voir que les retenues sont aménagées globalement sur des zones humides potentielles. Alors, les zones humides potentielles sont les fonds de vallée, les zones sourceuses et les plans d'eau sont majoritairement aménagés en concurrence avec les zones humides. Donc, perte d'habitat, leutique et humide. En aval des retenues, alors ça c'est l'effet des sédiments que j'ai évoqué juste après, on a une perte d'habitat tout simplement par atrophie des cours d'eau sous l'effet de la réduction des flux liquides et solides. Alors, sur les biocénoses, on a une disparition des espèces d'eau courante dans l'emprise de la retenue. C'est ces espèces caractéristiques des eaux fraîches et des substrats grossiers. On a une régression du cortège d'espèces rhéophiles en aval, sous l'effet de la réduction des flux et d'augmentation des températures, et puis des colmatages. Donc, une addition d'impact sur les espèces les plus sensibles. Et en contrepartie, l'installation de nouveaux cortèges d'espèces adaptées à des eaux plus lentes, stagnantes, chaudes, moins oxygénées, plus chargées en nutriments, et puis adaptées à des fonds plus colmatés. Alors, par rapport aux espèces exotiques envahissantes, on a des conditions favorables au développement de pas mal d'espèces exotiques et envahissantes qui sont caractéristiques des eaux chaudes, donc avec un risque de développement de ces espèces à l'intérieur des retenues et dissémination notamment en aval. Et puis, j'en parlerai peu, même si ça devrait être le sujet, bien sûr, mais là, je crois qu'il n'y a pas de discussion possible.
c'est que les obstacles, ces retenues, hein, souvent, enfin, d'autant moins franchissables que les hauteurs de chute et que la dimension des retenues est importante, ce sont des obstacles aux migrations génétiques et à la dispersion des organismes vivants et à la diversité génétique. Alors, pour conclure hein, sur cette liste d'effets cumulés, ce qu'il faut retenir, c'est que la réduction globale des flux, enfin, ces retenues réduisent globalement les flux d'eau et de sédiments, hein, depuis les têtes de bassin versant jusqu'à la mer. C'est là, à mon avis, la conclusion la plus importante. Les effets sur les débits et la qualité de l'eau et les biocénoses sont exacerbés par les augmentations de température. Alors, ce n'est pas facile à cartographier, mais on a un effet spirale important du réchauffement sur tout un tas d'autres facteurs. Les types d'aménagements les plus impactants, hein, ce sont, alors ça j'insiste, même si ce n'est pas aussi clair que ça dans l'expertise scientifique, c'est la multiplication des petites retenues en barrage qui interceptent les débits par évaporation, par infiltration, par blocage des sédiments, par réchauffement, par eutrophisation, par prélèvement et par fragmentation écologique. Alors, les têtes de bassin sont particulièrement vulnérables parce que les débits sont fragiles en tête de bassin. C'est des débits faibles, il n'y a pas beaucoup de soutien par les nappes, il n'y a pas beaucoup d'inertie thermique, et puis il y a une forte sensibilité des biocénoses près des sources. Donc, en fait, ce sont des milieux vulnérables. Et au final, l'addition de tous ces impacts et avec les phénomènes de synergie entre ces perturbations altère fortement les milieux aquatiques naturels d'eau courante et leur résilience. Alors, comment les retenues aggravent les effets du changement climatique? C'est aussi, avant d'aborder les données, regardons les données sur le changement climatique. Alors ça, c'est les résultats de la modélisation Export 2070 qui est en cours de mise à jour. Alors peut-être que les résultats vont être encore plus importants, mais pour l'instant, on table sur une augmentation des températures de l'air de plus de degrés à l'horizon 2050-2060 sur le bassin, augmentation des températures de l'eau plus 1,6 degrés, baisse des débits moyens annuels de moins 10% à moins 40%, baisse plus marquée sur les débits d'étiage jusqu'à moins 60%, altération de la qualité de l'eau par eutrophisation, réduction d'oxygène à saturation. Alors, ça a été présenté hier, donc je n'insiste pas, mais vous voyez qu'il y a des simulations faites à cet horizon sur la répartition des espèces avec des niches thermiques. Pour les espèces ubiquistes comme le chêne, en fait, vous voyez ici à droite de l'écran, en fait, des niches thermiques qui, de façon spatiale en linéaire de cours d'eau augmentent. Et puis pour la truite, c'est l'inverse, jusqu'à à l'échelle de la France entière, métropolitaine, moins 10%. Alors, c'est aussi une conclusion, les impacts cumulatifs aggravants des retenues sur le changement climatique. Alors, avec l'augmentation de la consommation nette, notamment l'irrigation et l'évaporation, l'impact cumulé des retenues exacerbe les effets du réchauffement climatique. Je préfère le présenter comme ça parce qu'on peut jouer sur les retenues, sur le réchauffement climatique, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je présente plutôt les choses comme l'augmentation de l'effet des retenues sur les conditions de changement climatique. Alors, cet impact des retenues, il faut bien voir que le changement climatique, c'est du dérèglement, mais les retenues ont tendance à augmenter les écarts, à amplifier les extrêmes, qu'il s'agisse de la physico-chimie, de l'hydrologie, de la thermie. Donc, on a vraiment des effets parallèles dans le sens de l'augmentation des extrêmes. Et pour les poissons migrateurs et les biocénoses, les poissons migrateurs qui sont probablement les plus sensibles, on a une aggravation des retenues sur 3 facteurs importants. Hein. Donc, c'est la réduction des débits de base, l'augmentation des températures maximales et l'accentuation de la fragmentation. Alors, les données. Alors, en fait, une des conclusions de l'expertise, c'est que on n'a pas assez de données, on a toujours un déficit de données. Ces données, elles ne sont jamais disponibles de façon exhaustive sur un bassin. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors, elles existent, mais elles ne sont pas assez partagées. Alors, l'expertise scientifique collective a aussi proposé une typologie sur les retenues. Et ça manque beaucoup, hein, la typologie des retenues. Hein. S'il ne suffit pas de prendre la surface sur la baie des topos, il faudrait savoir quel est leur type. Alors, l'expertise propose 5 types. Les réserves,
alimentées par pompage dans la nappe, les réserves alimentées par pompage dans la rivière, les retenues collinaires qui sont alimentées par ruissellement, qui sont déconnectées du réseau hydrographique, les retenues en dérivation et les retenues sur cours, les retenues en barrage. Alors, on n'a pas ces données-là, mais il faut bien voir que les retenues en barrage, ce sont les plus impactantes, donc dans l'inventaire, c'est là-dessus qu'il faut focaliser. Alors, de quoi on dispose à large échelle sur la question des obstacles à l'écoulement? En fait, on dispose heureusement d'un référentiel, c'est le référentiel des obstacles à l'écoulement qui permet de recenser les obstacles avec une géolocalisation, un nom, un code unique, de diffuser l'information, des informations de base comme le type et l'état des ouvrages, et puis de partager les données avec d'autres systèmes, c'est l'interopérabilité. Alors, aujourd'hui, donc, on a plus de 106 000 obstacles à l'écoulement recensés dans l'ERO à l'échelle de la France métropolitaine. Moi, c'est France entière avec les DOM. Et il en existe probablement 1 million. Voilà. Donc, on est loin d'avoir l'inventaire complet. Il y a des estimations sur la densité des plans d'eau qui donnent environ 600 000 ouvrages de retenue sur la France métropolitaine. Donc, on voit qu'on a manifestement une sous-estimation des retenues dans le référentiel des obstacles d'écoulement. Alors, dans le référentiel des obstacles d'écoulement, on fait la différence entre les barrages qui barrent le lit mineur, le lit majeur, pardon, les seuils qui barrent le lit mineur et les obstacles induits par un pont. Et vous voyez ici la répartition actuelle des types dans le ROE qui donne majoritairement les seuils présents dans le référentiel. En réalité, on a une réalité qui est beaucoup moins importante que ça. On a beaucoup plus de barrages, de plans d'eau, parce que le ROE, le référentiel, n'est pas complet en tête de bassin. Donc, on a besoin de compléter le référentiel sur tous les barrages, les étangs sur cours, les retenues d'irrigation, qui correspondent aux ouvrages les plus impactants pour le bon état des eaux. Alors, sur la pression des obstacles sur le réseau, sur les cours d'eau principaux, elle est mieux connue. Si on supprime les rangs de Strahler 1 et 2, on a quand même le RE est assez complet et on peut faire une évaluation des pressions des ouvrages sur le réseau hydrographique. On a, à force d'insister sur le besoin, sur l'importance de cette donnée, on a 2/3 des points du RE qui sont qualifiés, alors plus ou moins précisément en matière de hauteur de chute, avec les apports de la base de données sur les obstacles à écoulement et du modèle de ICE. On a 2/3 de hauteur de chute. On peut modéliser pour le tiers restant les hauteurs de chute si on connaît le type, l'état dans l'hydroécorégion concernée, et on évalue la pression des obstacles par le taux d'étagement qui donne une idée, une cartographie des impacts sur les pertes d'habitat et sur les impacts à la dévalaison, notamment par effet retenu morphologique. Et puis, le taux de fragmentation qui, lui, focalise sur l'effet barrière. C'est la somme des hauteurs de chute au kilomètre de cours d'eau. Et sur ces deux types de pression, on a suffisamment de données, mais j'insiste sur les cours d'eau principaux, pas sur les têtes de retenue. On a de la donnée également sur, on commence à avoir de la donnée sur les dates de construction ou de mise en service. Alors ça, c'est important pour la mise au point ou un développement en cours sur la métrique migrateur. Quand on regarde ce qu'il y a dans GEOPS, notamment dans BDO et ROE, on voit que en fait, ces retenues importantes, elles ont été surtout aménagées à partir du 19e, mais surtout au 20e, sous l'effet du développement d'hydroélectricité au début du 20e, et puis après, depuis la sécheresse de 1976, sous l'effet du développement de l'irrigation, avec un tassement qu'on observe. Il faudrait avoir un peu plus de données, mais on a un tassement. Alors peut-être que c'est l'effet de saturation du réseau hydrographique en matière de retenue, puis probablement aussi l'effet de la réglementation qui est de plus en plus précise et qui nécessite l'autorisation ou la déclaration des retenues, notamment pour les nouvelles, et également la mise aux normes.
En matière de données, il faut avoir un obstacle à l'écoulement, c'est d'autant plus important à recenser que l'écoulement est important, que le volume de la retenue est important. Donc, on commence à avoir des données sur les temps de séjour et ça, c'est important pour apprécier les effets sur l'eutrophisation, sur la physico-chimie, l'hydrologie, sur la dévalaison. Donc, on commence à avoir des données, mais là il faut compléter. Alors, la conclusion, oui, j'arrive à la fin. Donc, la conclusion, c'est que du point de vue réglementaire, il faut savoir que la construction d'une nouvelle retenue, elle nécessite une étude des impacts environnementaux à l'échelle du projet sur l'ouvrage lui-même, mais également une évaluation des impacts cumulés avec les autres projets équivalents connus sur le bassin versant. Donc, c'est vraiment important de connaître les retenues existantes à l'échelle du bassin versant pour appliquer la réglementation pour pouvoir étudier les effets cumulés. Il faut la partager, il faut qu'il y ait le bureau d'études et cette information. Et pour finir, ces données sur les retenues, c'est probablement parmi les données les plus importantes à bancariser dans le domaine de l'aménagement et de la gestion des eaux pour la planification et pour appliquer correctement la doctrine, éviter, réduire, compenser les impacts sur l'environnement.